En Corse, même les cigales ont un accent. Les chemins aussi. Et oui, en Corse, les chemins parlent. À chaque détour, ils vous font découvrir un paysage différent, d'autres formes, d'autres couleurs, d'autres odeurs. De la mer à la montagne, ils vous baladent dans une végétation changeante et spécifique. Ils vous obligent même à traverser des villages accrochés dans la montagne et du coup provoquent des rencontres avec les indigènes. Mais attention, parce que si vous êtes en bonne compagnie, le sentier se tait, il vous épie, il écoute vos échanges, vos confidences pour les répéter au vent. Chut. Si vous ne me croyez pas, allons voir. Nous sommes à Cartalavonou, donc dans le sud de la Corse, sur un sentier de randonnée qui conduit du golfe de Porto Vecchio, donc sur la côte est, jusque vers la côte ouest à Popriano. Nous n'emprunterons pas, nous, ce sentier pendant 5 jours, nous n'en ferons qu'une partie, en compagnie de Jean-Paul, qui est responsable pour le parc régional des sentiers du sud de la Corse. Donc nous partons d'ici, du premier refuge d'étape, et nous allons jusque vers... Nous allons jusqu'à Coenz, donc à travers la forêt et les chaos granitiques, découvrir toute la région de l'Altaroc. Et à partir du village de Coenz, donc mon collègue Jean-Paul vous conduira, lui, vers les aiguilles de Baville. L'autre Jean-Paul qui est guide de haute montagne. Guide de haute montagne. Allez, nous partons. Tous les sentiers balisés par le parc régional sont de cette couleur, orangée, alors que le GR, que nous rencontrerons plus tard, est balisé en blanc et rouge. Tiens Michel, des cyclamènes avec leurs fleurs inversées. Alors ici, les bruyères n'arrivent pas à s'élever parce que le sol est très pauvre. On est sur du granit, on va d'ailleurs y rester tout le long de la balade. On sort du maquis pour rentrer dans la forêt de pins. Et le vent se déchaîne. Alors tu vois là Michel derrière nous, le lac de l'Hospédale, hein, c'est une retenue qui a été créée pour l'alimentation en eau potable de tout le sud de la Corse et ainsi que pour l'irrigation de toute la plaine. Nous sommes avec Jean-Paul sur une dorsale. Ici, autrefois, ces grosses boules n'apparaissaient pas. Elles étaient complètement enveloppées par du sable, du granit qui s'est progressivement désagrégé. Le vent, le ruissellement surtout, l'eau, tout s'y est mis pour enlever ce sable, pour l'arracher. Il ne reste plus aujourd'hui que cette espèce de pile de boules de granit, quelquefois énormes, de plusieurs centaines de tonnes. Entre ces boules, il y a des fissures, quelquefois très profondes. Le terrain est glissant, surtout quand le sol est mouillé, puisque toutes ces pierres, tous ces rochers sont recouverts de lichen. Alors attention de ne pas glisser.
Le pin Laricchio est un pin corse, souvent de très belle taille, puisque celui-ci, par exemple, dépasse au moins les 25 mètres. On le reconnaît par rapport au pin maritime, tout simplement parce que, déjà, il pousse à partir de 800 mètres. Ils se sont partagés le territoire. Le pin maritime vit beaucoup plus bas. Son écorce est beaucoup plus lisse. Elle est brillante, elle est argentée. Et quand on la caresse du bout des doigts, elle semble veloutée. Alors que l'écorce du pin maritime est beaucoup plus rugueuse, elle est rougeâtre, elle est fissurée et beaucoup moins agréable au toucher. Pomme de pin Laricchio. Battue, pomme de pin maritime, beaucoup plus grosse et plus brillante. Et là, le tronc du pin maritime, on voit bien son écorce rougeâtre, rugueuse, fissurée, alors que derrière, là-bas, l'écorce du pin Laricchio est brillante, elle est argentée et presque très agréable au toucher. Ben voilà, nous voilà à Cuenza, Jean-Paul. Oui, on arrive à Coince, oui. Après une journée de marche. Tu vois notre point de départ là, du village de Cartalavone. On a passé le col de Mel, où on a vu les gros blocs. Ouais, les gros blocs de granit. Carvini, Lévis, et puis donc après Coinza. Donc, logiquement, je pars comme ça demain. Voilà, tu as le sentier qui repart là-bas, qui va t'amener vers Bavela. Et c'est sur le sentier que je trouve le gîte? Oui, voilà, 300 mètres d'ici, tu vas voir le gîte, et là, tout près, tu ne peux pas le manquer. Voilà, avec un peu de chance, comme le temps se lève, demain, j'ai du soleil. Oui, je pense, oui. Jean-Paul, au revoir. Au revoir. Et je te passe un coup de fil pour te dire comment s'est passée la suite. J'ai passé la nuit dans un gîte à Cuenza et je vais attaquer maintenant les aiguilles de Bavela. Mais avant, je vais rejoindre Jean-Paul Quilinci. Jean-Paul, dis donc, ce matin j'ai eu un départ un peu difficile, j'avais froid. J'espère que tu n'as pas attendu trop longtemps. Hein. Non, je t'ai vu monter, je t'ai suivi du regard toute la montée. Je voyais que tu peinais un petit peu, mais enfin, comme je connais un petit peu le chemin, et puis tu vois Michel, tu arrives ici au soleil, la température est elle est plus douce, et tu arrives ici au cœur des aiguilles de Bavela. Je vais te faire visiter. Nous allons passer au pied de la Punta della Vaca, la tour 3, au pied de la tour 2, Punta dell'Arieto, et de la tour 1, qu'on appelle la Punta dell'Agedo. Et là, par où on part maintenant? Ben, on va suivre, on va aller vers le sud-est. Nous allons franchir cette brèche à Bocca do Trono, qui permet de descendre sur Bavela, dont c'est notre but. Nous avons une chance. C'est d'être installé au milieu d'une station de crocus safran de Corse. Une très jolie fleur. C'est vrai qu'elles ont de belles couleurs. Mais j'ai vu aussi tout à l'heure du thym sauvage que je vais essayer de te montrer. Regarde. Ici, c'est un petit peu du serpolet qu'on appelle aussi sur le continent. Et ce thym sauvage, ça s'appelle ici l'arba barone, qu'on cueille au mois de juillet. Ça fait un beau parterre de fleurs violettes. Alors ça, après, on le retrouve dans les ragoûts. Dans les ragoûts et les rôtis. Et les rôtis. On a fait de la tisane aussi, je suppose. Oui. C'est très bon.
Jean-Paul, c'est un gypaète. Et il est beau, hein? Oui. Il est superbe, là, il passe le long de la paroi dans la vallée. Mais alors dis donc, il y a donc des gypaètes en Corse? Tiens, regarde. Ah oui, c'est vrai, regarde. Il ne reste pas tellement de couples en Corse, quelques-uns, et à Bavé, là, il n'en reste plus qu'un. D'autant plus que je suppose quand même qu'il a du mal à trouver les os dont il se nourrit, en fait, puisqu'il mange la moelle. Oh ben, tu sais, il n'y a plus de bêtes en montagne. Parce que souvent on le trouve en association avec le vautour fauve. Le vautour fauve laisse des os sur le terrain et puis le gypaète arrive. Mais il n'y a pas de vautour fauve ici. Il n'y a pas de vautour. Ah ben, écoute, longue vie au gypaète, allez. J'arrive d'Indonésie, j'ai pu admirer là-bas des temples. Mais ce rocher, c'est aussi un temple. Il incite à la méditation. Il y a des sculptures, on voit même des gargouilles là-haut. Écoute, regarde, Michel, ces fameux trous, là, c'est des tavoni qu'on trouve beaucoup à Bavé, sur les rochers corses. Regarde, là, tu peux en voir Oui, je partout. vois bien. Alors, ces trous, en fait, sont dus tout simplement à l'érosion. Encore une fois, c'est parce que le granit est plus tendre à cet endroit-là. Le vent dominant apporte le froid, apporte l'humidité, et puis ça finit par justement percer le rocher. Eh bien, je vais t'amener voir un trou spectaculaire qu'on appelle le fameux trou de la bombe qui se trouve en face. C'est loin d'ici? Oh, disons une petite demi-heure. Regarde Michel, nous arrivons en vue du trou de la bombe qui se trouve là-bas. On a tout le Talweg à traverser là? Il nous reste 10 minutes de marche et nous arrivons au pied. Allez. Tu vois Michel, nous arrivons au bout de notre randonnée, au pied du fameux trou de la bombe que nous allons escalader. Mais tu feras attention derrière parce qu'il y a le vide. Okay. Je crois qu'il faut vraiment donner l'origine de cette appellation, de ce lieu. Trou de la bombe en Corse, Utavon de Gumpuledo. Pourquoi Utavon de Gumpuledo? Parce que c'est un trou, c'est un enclos, comme pour le Gumpuledo. Alors je ne vois pas pourquoi des endroits, des lieux dits, qui sont là depuis la nuit des temps, vont changer de nom sur les livres, sur l'appellation des gens qui viennent visiter cet endroit. Et il faut rester dans l'appellation des vieux, des anciens, de la Corse, tout court. Il y a une poésie qui dit ceci: Hier una montagna Maio scalpillinata di parole vecchie. C'était une vieille montagne sculptée par des vieilles paroles. Pour cette balade, nous sommes en Corse, et pour être plus précis, sur la côte ouest, dans le golfe de Porto. Le point de départ de notre aventure commence à Girolata, mais nous allons nous y rendre, grâce à Jean-Paul et son bateau, par la mer. Ça sera l'occasion, évidemment, d'observer les falaises très hautes et très colorées. Nous reviendrons seulement demain par le sentier littoral qui emprunte une partie du parc naturel régional de Corse. Nous sommes à l'entrée du golfe de Girolata. La mer est d'huile, il n'y a pas un souffle de vent, le moteur du bateau est coupé, c'est le rêve. Les falaises sont en granit alcalin, très dur et très coloré.
le plus rouge est le granit Cyrnos de Porto. Les deux presqu'îles qui enferment ce golfe sont en fait les parties visibles d'un complexe qui s'est effondré sous la mer, dans lequel on peut rencontrer encore aujourd'hui des formations volcaniques très bien conservées. Et dans le fond du golfe, Girolata, le point de départ de notre randonnée pédestre de demain matin. Jean-Paul, au revoir. Merci pour cette traversée. C'est avec un peu de tristesse que je quitte Girolata, mais pour compenser cela, j'emprunte pour me rapprocher de Porto un petit sentier littoral non balisé qui serpente dans un paysage grandiose et traverse le maquis en fleurs. C'est pourquoi je n'ai pas oublié ma flore méditerranéenne et mes appareils photo. Dès les premiers pas sur ce sentier, vous rencontrerez l'odeur du ciste, ou mutio en Corse. Le ciste, le voilà. C'est un petit arbuste qui peut prendre quelquefois de grande taille, mais celui-ci est plutôt rare. C'est le ciste à feuilles de sauge, tout simplement parce que sa feuille ressemble effectivement à la feuille de la sauge. Également par le toucher. Et quand on le regarde de loin, en passant, lorsque la fleur est épanouie, celle-ci ressemble à la fleur de l'églantier. Cet arbousier est attaqué par un champignon, un polypore. On aperçoit ici les parties qui concernent sa reproduction. Celles qui concernent sa nutrition ont plongé à l'intérieur de l'arbre. Ce sont des petits filaments blancs qui déstructurent l'arbre. Si le champignon se développe davantage, il est à parier que cet arbousier finira par en mourir. Voilà un second cyste. Celui-ci s'appelle le cyste de Montpellier. On le reconnaît très bien parce que ses feuilles sont très longues et effilées. Et ses fleurs sont toutes petites. Mais on peut voir aussi sur cette plante de la bave. C'est la bave que l'on appelle communément bave de coucou. Il s'agit en fait d'un insecte qui s'est fabriqué un nid de bave. Il vit à l'intérieur, en tout cas à l'état larvaire. Mais cet insecte n'est pas redoutable pour la plante. Il n'est pas capable de la détruire. Par contre, au pied de ce cyste vit une plante que l'on appelle cytinée, qui est une plante parasite qui se fixe sur ses racines. Cette plante parasite est donc beaucoup plus dangereuse que l'insecte parce que si elle prolifère, elle peut détruire le cyste. Il n'est pas nécessaire d'aller sous les tropiques pour rencontrer l'orchidée. En France, de très nombreuses espèces ont été reconnues. Rien qu'ici encore, 51 ont été répertoriées. La première que vous rencontrerez sur le bord de ce sentier, en ce début de mois d'avril, est l'orchis bouffon. C'est une petite fleur très agréable à regarder, il ne faut pas l'accueillir, elle ne tient pas quand elle est coupée. Autrefois, au Moyen-Âge, on prélevait son bulbe, on le faisait sécher, on le râpait, et on l'incorporait dans les aliments de bébés et des femmes enceintes. Tout ça pour sa haute valeur nutritive. Mais aujourd'hui, laissez-la en paix.
Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de rencontrer un randonneur. Ah ben je suis pas un randonneur, je suis le facteur de Girolata. Eh ben dites donc, vous faites le chemin tous les jours? Ah plus oui, oui. Vous le connaissez par cœur? Par cœur, oui. Chaque pierre? Ah plus ou moins, oui. Les petits détails, tout ça, je connais très bien. Depuis que j'ai l'habitude de le faire, c'est... Et chaque plante? Ah bien sûr, les plantes, je les connais même assez bien, oui. Vous en ramenez de temps en temps? Non. Vous en faites des tisanes? Non. Les tisanes, j'en bois pas, moi. Et qu'est-ce que vous faites là? Eh ben moi, je suis en train de me balader, justement, moi je m'intéresse aux plantes. Je suis en train de la regarder de très près. Il y a plein de cis en ce moment en fleurs. Ah ben voilà, ça, oui. Ouais. Ça c'est le maquis, oui. L'asphodèle est une plante qui occupe à peu près tous les terrains. Elle fleurit au printemps, elle sèche en été. Sa longue tige était utilisée comme flambeau dans les maisons, dans les cabanes, pour se déplacer la nuit. On l'utilise encore aujourd'hui pour allumer le feu. Quand elle est sèche, les animaux mangent ses feuilles. Son bulbe, qui est très gros, était consommé également autrefois. On en faisait même de l'eau de vie. Voilà un troisième cyste. Il s'agit du cyste velu. Il est coincé entre de la bruyère en fleurs et l'arbousier. Pourquoi velu? C'est très simple. Ces feuilles, effectivement, sont dufteuses. Elles sont très agréables au toucher. Mais lorsque je regarde sa jolie fleur de très près, j'ai très envie de sortir mon fer à repasser. Attention, en circulant dans le maquis, ne vous frottez pas aux genêts épineux. Bonjour. Bonjour monsieur. Pardon, j'interromps votre observation. Oui. Ben, on surveille les balbuzards, la nidification là, dans le coin. Là. Je peux donc en rencontrer sur le sentier? Ah oui, si vous faites attention et que vous observez bien la nature, il n'y a pas de problème. Ben, j'espère que j'aurai cette chance. Le sentier que j'ai pris près de la plage n'est absolument pas balisé. Non, c'est un ancien sentier de surveillance de la douane, au moment où il y avait la contrebande, etc. quoi. Mais les touristes peuvent l'emprunter et ils rejoignent le marais monte ensuite un peu plus loin. J'y vais. Ben, je vais vous accompagner, je vais faire quelques pas. Très bien, merci. Bon, ben, je vais vous quitter. Hein. Vous regardez pour pique-niquer, vous pouvez pique-niquer là-bas sur la plage. Et ensuite, pour rejoindre le village de course, prenez le sentier de gauche qui vous amènera au col de la Croix. Et j'en ai pour combien de temps? Oh, à peu près une bonne heure. Hein. Alors j'y vais. Merci. Allez, au bon revoir. séjour. Hein. Voilà le muscari à toupet, une jolie petite plante que l'on rencontre sur le bord de ce sentier au printemps. Les sangliers et les porcs s'en régalent, ainsi que les chèvres et les brebis, ce qui ne fait pas l'affaire du berger parce que cela donne mauvais goût au lait. Autrefois, les enfants utilisaient la fleur pour en faire de jolis colliers. Dans le maquis, tout autour, des petits lézards sont en train de réguler leur température sur le rocher. Je vais me fabriquer une petite canne pour en attraper un, histoire de vous le montrer. Ça y est, le lasso est prêt, il ne reste plus qu'à attraper le lézard. Voilà donc le petit lézard attrapé à la canne. Il s'agit en fait d'une femelle, d'un petit lézard que l'on connaît bien, puisqu'il s'agit du lézard des murailles. Elle est très très fine. Il n'y a absolument aucun doute, on sait bien que c'est une femelle. Le mâle est beaucoup plus trapu. Et on le sait aussi parce qu'à cette époque, c'est la période de l'accouplement.
Et les mâles sont extrêmement brutaux avec les femelles. Ils les attrapent avec vigueur derrière la tête, ils les mordent. Et souvent, il y a une cicatrice qui reste visible pendant très longtemps. Quand je la tiens un petit peu serrée entre mes doigts, je peux déjà voir apparaître la forme de ses œufs. Elle va aller les pondre dans le sol et ils resteront là peut-être 3 semaines, 1 mois, quelquefois davantage si le temps n'est pas très beau. Puis, eh bien, les petits lézards sortiront et alors la vie sera très très dure pour eux puisque autour d'eux, il y aura d'autres lézards qui pourront s'en servir comme proie. Voilà le responsable des blessures de ces dames. Vous voyez comme il est bagarreur? On le reconnaît également parce qu'il a sur le côté des ocelles bleues, très visibles. C'est un bagarreur, j'insiste. Regardez sa queue. Il en a perdu un petit bout. Tout simplement parce qu'il s'est affronté avec un autre mâle qui l'a saisi par la queue et pour se libérer, il l'a rompu évidemment. Ça repousse, mais avouez quand même que ce petit moignon n'est pas très très beau. Notre randonnée s'arrête ici. Nous sommes à 20 mètres du gîte d'étape de course, mais si demain matin, vous en avez le temps et le courage, il vous est possible de regagner Porto en une journée en empruntant les sentiers du parc régional. Bienvenue en Castagniccia, le pays de la châtaigne. Donc bienvenue en Corse. Pour nous rejoindre dans cette immense châtaigneraie, ce n'est pas compliqué. Il vous faut environ 1 heure de route à condition de partir de Bastia et de prendre la direction de Corte puis celle du Monte San Petrone. Et c'est ensemble et à pied que nous atteindrons un petit village, gros comme ça, blotti dans la montagne, Campo Donico. Mais méfiez-vous, en chemin, les châtaignes tombent des arbres. On peut véritablement parler ici de civilisation du châtaignier. Comme ailleurs, on parle de civilisation du riz et du manioc. Il faut bien reconnaître que le châtaignier et son fruit, la châtaigne, ont profondément imprégné le paysage, les habitudes alimentaires et l'organisation sociale de la Corse, au point, et ce n'est pas trop fort, qu'on puisse parler ici d'arbre à vie ou d'arbre à pain. Et qu'on se le dise, ce ne sont pas les hommes qui ont introduit le châtaignier en Corse. Des études récentes ont permis d'isoler des grains de pollen fossiles dans la tourbe du lac de Creno, qui date d'une époque où l'homme, évidemment, ne se préoccupait pas encore du transport des végétaux. C'est à partir du Haut Moyen-Âge que la châtaigneraie devient fondamentale. C'est une sorte de manne, de verger paradisiaque qui permet aux hommes et aux bêtes de se nourrir à volonté dès l'automne. Sa prospérité dure jusqu'au début du XXe siècle. Et c'est aussitôt son déclin. C'est l'industrie chimique qui fabrique la cellulose et le tanin qui génère des coupes sombres dans la châtaigneraie. C'est la maladie de l'encre qui provoque d'énormes dégâts. C'est la guerre de 14-18 qui sonne le commencement d'un profond bouleversement sociologique qui entraîne l'exode vers le continent et le dépeuplement de la châtaigneraie. Le jardin paradisiaque se transforme alors en un maquis impénétrable. Comment voulez-vous que la châtaigneraie ne soit pas dégradée?
les porcs-coureurs mangent les châtaignes, les plantules rescapées sont dévorées par les vaches. Il faut laisser le temps à la châtaigneraie de se régénérer. La solution, c'est de limiter la divagation des animaux. Il y a, si j'ose dire, un petit animal qui tire ses marrons du feu, du surpâturage, de la déconfiture de la châtaigneraie. C'est le Géotrupe stercoraire. Regardez, il est sous la bouse. Il a creusé un terrier profond d'une vingtaine de centimètres. Je vais essayer d'en faire sortir. Voilà. Dans ce terrier, il a introduit des excréments d'animaux et il a pondu des œufs à l'intérieur. Ces œufs vont se développer en larves qui vont hiverner. Et c'est à la fin de l'hiver qu'elles vont se transformer en chrysalides et devenir plus tard ces très jolis coléoptères ramassés, mais de couleur métallique. Et avec un peu de chance, les soirs d'orage, vous pourrez les voir voler. Ce n'est pas de la pelouse, c'est un filet. Il existe encore aujourd'hui des portions de châtaigneraies jardinées. Et pour les recueillir, comme à chaque époque sa technique, on souffle les feuilles avec un petit appareil et puis ensuite on tend un filet pour recueillir les châtaignes. Et quand ce travail est fait, il en reste encore. Il faut les emporter à la maison, les faire sécher, les écorcer, les passer au four pour enlever la petite peau et c'est seulement à ce stade qu'elles peuvent être moulues. Une fois que dans la journée, on avait fait le ramassage des châtaignes, on transportait, on montait, je dis bien le mot, puisqu'il fallait monter, et on déversait les châtaignes sur ce soir, fait à clé, de façon à ce que la chaleur puisse passer et que la fumée aussi puisse passer. Et surtout la chaleur. Donc là, nous sommes dans une pièce commune qui est en même temps un séchoir. C'est ça que vous appelez le faucone. C'est ça que j'appelle le faucone. Le faucone servait pour se réchauffer, certes, mais servait pour sécher les châtaignes. Le feu provenait de grosses bûches de châtaigniers surtout, qui dégageaient énormément de fumée. C'était un véritable nuage de fumée qui s'établissait à environ 80 cm du sol. Ce feu était surveillé en permanence pendant le séchage des châtaignes. Et il y avait, par exemple, ce banc où, autour de roule, quelqu'un passait la nuit pour alimenter le feu et pour surveiller le feu. Et puis, attention, la châtaigne n'est pas nécessairement saine. Il pleuvait, je dis bien, je termine le mot, il pleuvait des vers. Alors il fallait bien que ces vers se dégagent de la châtaigne et tombent par terre, tombent sur le sol. Et on les ramassait, on faisait avec eux. Il fallait bien ce qui tombait dans le feu, bien entendu. Mais sinon, avec le balai et la pelle, il fallait tous les matins, même plusieurs fois dans la journée, ramasser tous ces vers qui tombaient de la châtaigne. On n'a pas connu dans nos villages la misère, mais on a connu la pauvreté, la grande pauvreté. Et donc, il fallait tirer de la terre, la nourriture pour les nombreuses familles de chaque foyer. Et donc, la châtaigne était un élément essentiel pour nourrir la famille. On en tirait du pain, des beignets, de la pollen. Il fallait que chacun ait son banc rempli de farine de châtaigne pour, à l'occasion, faire une nourriture
saine et pleine et réconfortante. Nous quittons le petit village de Campo Donico pour rejoindre notre prochain objectif. Pour le trouver, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'emprunter le sentier qui passe devant l'église, serpente dans les rochers et franchit la crête peinte aux couleurs de l'automne. Il s'agit du plateau de Pratu. Vous exploitez le schiste? Oui. Pourquoi faire? Ben, c'est pour de la couverture, hein, en loose. Ah, c'est des lauses. C'est de la loose, oui. Qu'on voit sur le toit des maisons. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce schiste? Ben, c'est-à-dire qu'il s'adapte très bien déjà pour la couleur, pour les couvertures en montagne. Elle est lisse ou elle est rugueuse? Je la trouve lisse, moi. Non, hein? c'est-à-dire que sur nos planches, sur nos charpentes à nous, comme on travaille sur des planches en bois de châtaignier, Ouais. elle ne glisse pas. C'est une loose Ah qui bon? ne glisse. Ah non, elle ne glisse pas. Oh, dites donc, oui. Voilà, c'est là. C'est superbe. Hein? Ouais. Combien ça pèse, une lose comme ça? Ouah, 40 kilos? Non, Non? non, il faut compter, disons, en couverture, 250 kilos au mètre carré couvert. Eh ben, dis donc. C'est solide de châtaignier, alors, hein, pour tenir tout ça. Ah oui, c'est des charpentes quand même. C'est immortel. Ouais, c'est immortel. Ouais. Ça dure toute la vie de la maison. Bah, il y a des toits qui ont même 100 ans hein, dans nos villages, hein, qui ont été faits par nos ancêtres, quoi, qui ont un siècle. Hein. En Corse, on dit « je meurs » ou « je m'accroche comme le lierre que l'on ne peut arracher à sa terre ». Mais figurez-vous qu'ici, les feuilles de lierre sont utilisées de moult façons. La feuille bouillie permet de conserver la couleur noire aux vêtements. On en fait des tisanes pour se laver les cheveux. On fait des emplâtres avec ces feuilles hachées et c'est excellent pour les corps aux pieds. Les merles adorent les baies et les abeilles adorent les fleurs. Pour éviter que les chemins soient détériorés par les pluies torrentielles des orages, ou le piétinement des animaux, ou même le débardage du bois, ils sont pavés, mais pas n'importe comment. On prend des plaques de schiste, on les plante verticalement dans le sol. Cela a un double effet. D'une part, cela évite l'arrachement de la pierre et son usure prématurée. Regardez cette belle image. Un petit cimetière corse, un cyprès, quelques cerisiers. Ici, les coutumes sont respectées. Dans certains villages, on veille encore le mort. C'est tout le village qui s'est réuni autour de la famille devant le défunt. C'est pas la fête, c'est l'occasion d'une communion. C'est l'occasion aussi d'une saucissonnade. Dès les dernières maisons du village, on aperçoit le paysage dans lequel nous allons poursuivre notre randonnée. D'abord, la châtaigneraie dégradée avec des arbres qui ressemblent à des squelettes. Juste au-dessus, une bande beaucoup plus sombre. Ce sont des arbres à feuilles persistantes. Ce sont des chênes verts. Un peu plus haut encore, au-dessus des rochers, des arbres très colorés en cette saison. Ce sont les arbres à feuilles caduques. Ici, ce sont des hêtres. Voilà l'immortelle d'Italie. On ne la verra pas en fleurs en ce moment parce qu'elle fleurit au mois de juin. Sa fleur est toute jaune. C'est une plante au parfum très odorant, très fort. On l'utilise pour brûler les soies de porc. On va les récolter 10 jours avant de tuer la bête. On prend la plante avec sa racine, ce qui permet de brûler la peau sans se brûler les mains. Ce tout petit animal appartient à la famille des salamandres.
c'est un urodèle. Son cousin, c'est le triton, vous le connaissez, et celui-ci habite le continent. Le procte, celui que je tiens dans ma main, habite la Corse. Et la principale différence qu'il y a entre le procte et le triton, c'est que le procte, lui, ne possède pas de poumons. Il respire, écoutez bien, avec sa peau et avec sa cavité buccale. C'est donc un animal tout à fait extraordinaire. Ici, il vit près des ruisseaux, comme celui-ci. Il a besoin de deux milieux, le milieu terrestre et le milieu aquatique. Et comme les ruisseaux traversent aussi bien la forêt que la prairie, eh bien, du coup, le procte, on le rencontre aussi bien en prairie qu'en forêt. Il se nourrit de petits animaux, c'est un carnassier. Son principal ennemi, c'est la truite. En cheminant dans la hêtraie, j'ai glané quelques faines. Autrefois, on en faisait de l'huile. Mais imaginez le travail. Les porcs, eux, ne reculent pas devant l'effort. Ils en sont friands, pour le plus grand désarroi des éleveurs et des charcutiers, parce que la viande du porc gavée avec ce fruit devient très très grasse et très difficile à traiter en charcuterie. Je vous propose une chose. Nous allons quitter l'ombre de la hêtraie pour rejoindre la lumière du plateau. Nous voilà sur le plateau de Pratou. Imaginez quelques décennies en arrière, ici ce sont des champs immenses, des cultures de blé. Là, une aire de battage. Ici, une bergerie. Un peu plus haut, une maison d'habitation. Et devant les hêtres, une meule à châtaigne. Je vous emmène la voir. Nous sommes sur du schiste. Les meules ont été taillées sur place, ici même. Regardez comme celle-ci est belle. Elle n'a jamais servi. Notre balade ne s'arrête pas là. Nous avons encore un petit bout de chemin à faire ensemble. Je vous réserve la surprise. Vous n'avez pas peur du noir? Très bien. Alors, vous mettez votre frontale et vous me suivez. L'entrée est un peu glissante parce qu'il y a des feuilles de hêtre soufflées par le vent. Nous sommes dans une faille en réalité. La montagne s'est ouverte. On voit distinctement les blocs qui se sont décollés et des dizaines et des dizaines de moustiques qui viennent se réfugier là, évidemment, dans l'obscurité et dans l'humidité. Alors c'est très étroit, mais imaginez un petit peu le craquement qui a dû se produire ici quand cette montagne s'est ouverte. Et certainement, cela a dû se faire brutalement. Tout à fait dans le haut, il y a un grillon cavernicole. Il y en a même deux. La fissure s'est formée il y a très longtemps. Regardez les jolies concrétions de calcite qui tapissent la paroi. Il faut descendre très doucement parce que le sol est très glissant. Et à quelques mètres d'ici, la fissure devient verticale.
Figurez-vous qu'il y a fort longtemps, un berger, curieux, est monté jusqu'ici avec un chat. Et devinez ce qu'il a fait. Il l'a lâché dans la fissure. 4 jours après, le chat est ressorti à l'intérieur d'un châtaignier creux. C'était tout près du village, dans la vallée. Jean-Claude, est-ce que le chat du berger est ressorti par ce châtaignier? Un chat, pas forcément, mais certainement d'autres animaux plus ou moins chimériques, puisque cet arbre a l'air de brasser des histoires où il est beaucoup question d'animaux qui se transforment ou d'hommes qui se transforment en animaux. Et on le comprend aisément, étant donné la forme torturée de cet arbre. Regardez-le, il est rempli de rides, il est boursouflé, il y a des yeux qui semblent vous regarder partout à la fois. Et on comprend qu'il évoque donc toutes ces légendes et toutes ces peurs. On pourrait penser qu'il est un peu le porte-parole, si je peux dire, de tous ces arbres qui ont connu une histoire d'amour tellement extraordinaire avec les hommes. Et les hommes, des hommes patients, les entouraient de soins vigilants, il les entourait de branchages, il les taillait, il les arrosait. Et puis les hommes moururent, puis d'autres encore. Et puis les arbres, eux, sont devenus des géants. Et leur pouvoir désormais était de protéger justement les hommes. Ces arbres servaient autant pour les hommes pour se nourrir que pour bâtir leur maison. Les châtaignes leur servaient à faire un pain qui prenait de multiples apparences. Et puis le bois de ces arbres servait du berceau jusqu'au cercueil. C'est vraiment une forêt singulière, une forêt magique qui vit, qui a vécu et qui vivra peut-être encore en étroite symbiose avec les hommes de cette terre.